Messieurs, dames, Tanguy Koki. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Ce qui aura été fait en dehors de cette procédure sera déclaré nul. Et donc, j'ai suivi de plus près les discussions au niveau du Sénat. Elle a tourné principalement autour de l'existence de ces deux courriers. Le premier qui était envoyé pour solliciter à ce que les congrès soient organisés pour examiner la levée des immunités de la personne concernée, étant donné que la personne avait exercé les charges de Premier ministre lors de la commission des faits. Et la deuxième lettre changeait pratiquement la première en disant mais parce qu'il n'est plus Premier ministre, donc le Congrès n'est plus nécessaire. Par contre, il faudrait que le Sénat lève son immunité, étant donné qu'actuellement, il a la qualité de sénateur. Alors, j'ai compris que les sénateurs se sont plus accrochés à cet élément un peu qui établissait la contradiction pour dire, mais parce que vous reconnaissez finalement que au stade actuel, étant sénateur, c'est seul le Sénat qui peut examiner la question, mais parce que en tant que sénateur, il est censé être justiciable de la Cour de cassation et par conséquent, il faudrait que ça soit le procureur général près cette dernière Donc cour. le Sénat a eu raison de ne pas se prononcer, de ne pas statuer. Donc il n'était nullement question de protéger. Donc ils ont rempli pleinement leur rôle parce que face à non, mais je peux être peut-être tenté à considérer que ils ont fait preuve d'une sagesse, d'une précaution, prudence en ce qui concerne la contradiction qui s'est dégagée de ces deux courriers. Mais vous savez, ce n'est pas... c'est des choses qui arrivent. Ça veut tout simplement dire on renvoie la balle au ministère public, que l'IGF a déjà saisi pour dire, vous le ministère public, parce que le ministère public, vous êtes organisez-vous pour permettre au Sénat de réexaminer cette question. Mais je termine par mon point de vue. Vous savez que par exemple, il y a eu un procès ou deux, trois dans ce pays qui, à la phase préjuridictionnelle, la phase du parquet, les enquêtes avaient commencé dans un ressort autre que celui dans lequel résidaient les personnes concernées. C'était à Matete. Et par la suite, le dossier avait été envoyé lorsqu'il fallait maintenant poursuivre ces gens devant les juges naturels. On a renvoyé devant notre ministère public qui était considéré comme directement compétent territorialement, c'est-à-dire celui de Gombe. Bon, on ne va plus revenir. Je crois que peut-être au niveau des débats, les juristes du Sénat ont lieu à prendre une autre option au lieu de considérer que le ministère public est un et que même en levant cette immunité, au niveau du parquet général après la Cour constitutionnelle, ils allaient terminer l'instruction et à la fin constater que les faits étant de la compétence de la Cour de cassation, ils allaient envoyer pour disposition compétence auprès du procureur général après la Cour de cassation. On a perdu effectivement le temps, mais c'est une bataille perdue et non pas la guerre. Hein? Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, on va se dire que le travail que vous faites, comment vous allez faire, les immunités sont là. Tous les dossiers que vous allez enquêter, vous allez envoyer à la justice, l'immunité pourront le bloquer, ce qui veut dire que l'IGF pourra faire le travail sans résultat. Ça sert à quoi finalement votre travail que vous faites? Bon, je crois que comme l'a dit Maître Kapenga, le dossier n'est pas clos. Il y a parmi les juristes beaucoup de débats sur la position de tel ou tel autre camp. C'est normal que l'on discute. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là qui nous prennent parfois beaucoup de temps dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Je crois que dans notre pays, qui est un état de droit, il y a un juge pour interpréter la Constitution. Si c'est telle hypothèse qu'il fallait prendre plutôt que telle autre, on va devant ce juge-là et puis il nous dit, moi, juge qui suis chargé d'interpréter la Constitution, je dis que les choses doivent se passer comme cela et on va suivre. Maintenant, est-ce que les immunités peuvent empêcher que l'IGF fasse son travail? Je ne pense pas.
L'IGF fait un travail de contrôle, il n'y a pas des immunités pour faire un contrôle. Oui, mais un travail de contrôle. Non, le problème c'est la finalité, comme vous dites là. Voilà. C'est un problème de la finalité de notre travail. Lorsque nous rendons compte, est-ce que les choses restent en l'état et que les personnes que vous avez mises en cause peuvent à la rigueur venir vous narguer en disant qu'est-ce que vous croyez, on m'a rien fait, un pied de nez. C'est vrai que ça peut être totalement démotivant par rapport aux gens qui font ce travail. Et que au jour d'aujourd'hui, on peut estimer, je crois, par rapport à la façon dont les finances publiques sont gérées, où la moindre petite décision est rapidement remontée au niveau des ministres, que donc si ces personnes-là ne peuvent pas être mises en cause, alors que ces personnes s'accaparent des décisions qui ne sont parfois même pas de leur compétence, et donc qui représentent jusqu'à 60-70% des actes de décision dans les finances publiques, et je dis bien en recettes comme en dépenses. Et si ces personnes-là ne pourront jamais être mises en cause, si c'est le message que l'on donne, ou si c'est l'impression que l'on veut renvoyer aux gens qui font ce contrôle, il y a effectivement un problème de motivation. À quoi bon? Et si le contrôle doit arriver à être, comme on dit, fort avec les faibles et faible avec les forts, il est évident que le contrôle perdra de son efficacité. On sent que vous êtes revenu. Oui, non, je voudrais revenir sur l'aspect pour savoir si, lorsque les immunités sont toujours maintenues, est-ce que le contrôle de l'IGF ou des autres institutions aura-t-il vraiment un sens dans notre pays? J'ai dit, le contrôle doit se poursuivre. Dans l'introduction, j'ai suivi le contrôlateur. Non, vous perdez de vue sur un élément qu'il a mentionné dans l'introduction, quand vous l'avez reçu, il m'a précédé ici. Il vous a dit que grâce à leur action d'encadrement dans des entreprises, avec les régies financières, aujourd'hui, et vous l'avez répété, le gouvernement de la République a reconnu dans son compte rendu d'hier, de ce vendredi, qu'il y a eu augmentation plus ou moins positive dans la réalisation des recettes. Mais vous pensez que cela est arrivé comme par hasard? Non, c'est parce que ce contrôle s'effectue de manière permanente et ce contrôle doit être encouragé et soutenu par nous tous. Mais maintenant, par rapport justement, je vous arrête là, je vais vous poser une question. Allons dans le concret. Ouais. Il y a augmentation des recettes, c'est vrai. Ouais. Prenons un exemple, par exemple. Prenons le cas de l'ex-Onatra, par exemple. Ouais. Le président du conseil d'administration, c'est un sénateur. Ce qui veut dire que tout ce qu'il pourra faire aujourd'hui, tout ce qu'il pourra poser comme acte aujourd'hui, c'est au cas où il est poursuivi, son immunité va le protéger, parce que j'imagine que les sénateurs ne vont pas se lâcher, ils se protègent. Mais prenons LMDC, le président du conseil d'administration, c'est un député. La plupart des gestionnaires ont des immunités, ce qui veut dire qu'on peut augmenter les recettes, mais l'utilisation des recettes, ceux qui l'utilisent, ils ont des immunités. Oui, je suis d'accord qu'au stade actuel de notre droit positif, effectivement, ils peuvent se frotter les mains. À un moment donné, considérer qu'ils sont protégés. Mais les faits eux-mêmes pour lesquels ils seraient soupçonnés ne pourront pas rester impunis. C'est ça qui est important. C'est là qu'il faut mentionner le rôle de l'engagement politique au plus haut niveau de notre pays. Lorsque le gouvernement, vous lisez les 328 actions du gouvernement qui a été investi, il est mentionné dans plusieurs axes le besoin ou l'engagement à devoir lutter contre l'impunité. Ça veut tout simplement dire que à la fin même de votre mandat, vous pourrez être rattrapé. Je vous donne un exemple, vous avez suivi dernièrement, la semaine qui s'achève, qu'un ancien ministre de l'ancien gouvernement, ministre d'État, qui était poursuivi l'année passée ou soupçonné pour des faits de détournement des frais de fonctionnement, est soumis à reverser l'argent de l'État. Et donc moi je pense que les gens doivent oublier que la République démocratique du Congo restera toujours une sorte de sanctuaire pour ceux qui font mal au peuple congolais, à l'État, en prenant frauduleusement ou arbitrairement l'argent
pour se rendre un seul riche et pénaliser la majorité des 80 millions. Si je peux peut-être revenir sur un élément important, parce que j'insiste encore une fois, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte pour ne pas en faire une mauvaise interprétation. À la rentrée judiciaire, je crois, de 2019, le procureur général de la République, dans sa mercuriale, a dénoncé l'impact des immunités sur les poursuites. Il n'y avait presque pas d'affaires à ce moment-là. Pas les affaires qui sont médiatisées en tout cas. Mais à ce moment-là, déjà le procureur général de la République, qui est l'autorité numéro 1 en matière de poursuite pénale, a dit « ça pose problème ». Ça pose problème. Et s'il avait dit à cette époque-là, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas reprendre ce débat-là et dire effectivement ça pose problème? Les immunités d'abord ne sont pas absolues. Si elles étaient à ce point nécessaires, on les aurait rendues absolues. Lorsqu'il y a l'infraction qui vient de se commettre, comme on dit, en situation de flagrance, il n'y a pas d'immunité. Mais la personne est toujours dans sa position d'autorité. Pourquoi dit-on qu'en matière de flagrance, il n'y a pas d'immunité? On est allé plus loin. On a dit en matière de crimes sexuels, il n'y a pas d'immunité. Pourquoi? La personne a toujours les mêmes responsabilités politiques ou autres. On dit, ok, dans ce cas-là, il n'y a plus d'immunité. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller jusqu'à dire, lorsqu'il y a des faits de détournement, il n'y a plus d'immunité? Ça générait quoi? Lorsqu'il y a des faits de détournement, vous êtes d'autres infractions, il y en a beaucoup, le droit commun, qu'on peut commettre dans l'exercice de ses fonctions, comme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais que lorsque vous commettez l'infraction, lorsque vous êtes poursuivi pour des faits de détournement, comme pour des crimes sexuels, comme en matière de flagrance, dans ces cas-là, je lance un débat, une réflexion, dans ces cas-là, il n'y a pas d'immunité. Puisque nous savons dès le départ que les immunités ne sont pas absolues. Pourquoi pas? Ça a toujours été notre point de vue, en fait, sur cette question, de considérer comme dans toutes les autres sociétés démocratiques aujourd'hui, de considérer que les immunités ne doivent pas être considérées comme des privilèges absolus qui vous protègent durant toute votre vie. Regardez ce qui se fait dans d'autres pays, parce qu'il en va même de la prospérité de la société. Si nous ne nous rendons pas compte des conséquences négatives de ces phénomènes de corruption, détournement, blanchiment de capitaux et de la nécessité à vite rechercher les auteurs complices et les faire sanctionner, ces pays, ces grands pays que nous chérissons tous, que nous voulons vanter, restera toujours là où il est, et nous serons incapables de faire quoi que ce soit. Je termine par vous donner l'exemple. Vous avez suivi avant-hier, lorsqu'il y a eu des troubles dans la ville de Kinshasa, dans les réseaux sociaux, que notre police qui était appelée à secourir les gens au stade de Martyrs n'avait même pas d'ambulance. Moi, j'ai parlé avec les responsables. Vous avez vu dans quelles conditions on a pu secourir un des policiers qui était attaqué pour l'acheminer à l'hôpital, très difficilement, avec une pick-up de la police qui a été transformée pratiquement en une ambulance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambulance pour la police. Pouvons-nous être fiers de constater qu'il y a des dirigeants, des gestionnaires qui prennent l'argent de l'État, qui peut aider à résoudre ces problèmes, notamment de doter la police des moyens conséquents pour mieux nous secourir, parce que là il s'agissait d'un autre policier, mais la police, si elle a tous ces moyens, elle pourra le faire pour tous les autres citoyens qui seront dans les mêmes conditions. Il faut qu'on leur donne les moyens. Aujourd'hui, l'Ituri, Nord Kivu, nous disons tous, nous devons soutenir nos forces armées, mais nous devons savoir que la meilleure façon de les soutenir, c'est de contribuer à lutter contre ceux qui prennent les moyens de l'État, qui peuvent aider à ce qu'on puisse les renforcer dans les cadres logistiques et de l'équipement. Malheureusement, ceux qui prennent le moyen de l'État, ils ont des immunités et qui peuvent... Oui, ça veut tout simplement dire que les débats là, il est important. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons la proposition de loi aujourd'hui, soutenue par... qui a été déposée par l'honorable Passy, Zamamba, à l'Assemblée nationale. Dans cette proposition, il est prévu même de considérer que la qualité officielle ne pourra plus être utilisée pour des faits de corruption, détournement ou blanchiment de capitaux. Comme
comme le coordonnateur a évoqué les cas de violences sexuelles. Mais nous venions de loin, rappelez-vous, avant qu'on arrive même à adopter cette loi, il y a eu des débats, des marches, des femmes, de la société civile pour dire les auteurs de violences sexuelles ne doivent plus être considérés comme des gens qui peuvent bénéficier d'immunité. Il faut considérer que la qualité officielle ne peut pas opérer lorsqu'ils sont cités dans ce genre de faits. Et nous y sommes arrivés. Ce n'est qu'une marche d'une société. Je suis certain que d'ici 5-10 ans, si le même élan politique de la volonté politique et de la pression populaire est maintenu avec la clameur publique, nous arriverons à faire changer le cadre légal pour considérer que la qualité officielle ne comptera pas et que ces faits-là seront considérés comme des faits imprescriptibles. Donc vous les commettez, vous pourrez être recherché, poursuivi et condamné même jusqu'avant votre mort, avant votre enterrement. Il nous reste 5 minutes, on va terminer cette émission. Donc... Non, mais peut-être savoir, là je venais d'apprendre qu'il y a au niveau du ministère de l'Environnement, la vice-première ministre demande un audit. Est-ce que vous avez comme ça des dossiers, des demandes, des dossiers? Et aussi une dernière question, est-ce qu'il y a un dossier de contrôle au niveau de l'IGF qui a abouti, j'allais dire, à un non-lieu ou qui n'a pas à des poursuites? Des dossiers qui n'ont pas abouti à des poursuites? Oui, à l'ouverture ou à... Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moins médiatisés, qui ne concernent pas les politiques. Je peux même parler des dossiers qui ont été médiatisés. Je prends l'affaire des crédits d'impôt, ce n'est même pas si loin. Dans les années 2000, je crois fin des années 2010, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont acheté des crédits d'impôt au niveau de l'administration des impôts pour apurer fictivement leurs dettes. Et les coupables ont été identifiés, le dossier a été déposé, à la demande d'ailleurs du président de la République de l'époque. Il ne faut pas oublier que cette enquête a été diligentée à la demande de la présidence de la République au moment des faits. Et les dossiers ont été déposés au parquet, il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Des dossiers comme ça, il y en a plusieurs. Il y a des audits par rapport au gouvernement des entrants. Est-ce qu'il y a quelques entrants qui ont demandé des audits par rapport à la gestion des précédents membres du gouvernement? Parce que là... Ça c'est récurrent. Quand quelqu'un arrive quelque part, il cherche à savoir les tenants et les aboutissants de son secteur. C'est la routine. C'est normal. Donc il ne vous dit pas venez auditer mon prédécesseur. Il vous dit, vous qui avez plusieurs fois contrôlé ce secteur, qu'est-ce que vous avez généralement constaté et dans quelle direction pensez-vous que je devrais moi m'orienter? Et on lui fait une note générale sans dire que attention votre directeur là-bas c'est un mafieux ou votre... non, on lui dit généralement voilà il y a eu 3, 4, 5 contrôles dans ces secteurs-là qui de façon constante ont abouti plutôt à tel résultat. Et parmi les recommandations qui ont été faites, il y en a autant qui ont été exécutées, autant qui n'ont pas été exécutées, et autant qui restent d'actualité. Donc ça, il n'y a pas de mois à se faire. Ça veut dire que cette personne-là cherche à se renseigner, se tourne vers l'inspection, se tournera peut-être vers d'autres partenaires de son secteur pour savoir comment gérer le mieux le secteur qui m'est confié. On va terminer cette émission, le mot de la fin pour aujourd'hui, on va commencer par M. Georges Kapemba, on retient quoi? Alors, il faut retenir que la République démocratique du Congo, à ces jours, ainsi que son peuple, ont plus besoin d'engagement fort, des actions de sensibilisation, mais aussi des actions répressives contre les auteurs et complices de la corruption, de détournement des deniers publics et de blanchiment des capitaux. Parce que n'oublions pas que ces fléaux, ces antivaleurs compromettent à la fois l'exercice des libertés publiques, parce que empêchant l'État d'avoir les moyens nécessaires pour organiser les élections à des périodes bien fixées, lorsque l'État, le gouvernement vous dit je n'ai pas de moyens, que nous devons renvoyer les élections, c'est parce que il y a eu des gens qui ont pris l'argent. Or, si l'État en a, il pourra être en mesure de le faire. Mais empêche aussi aux citoyens de jouir de leurs droits économiques, sociaux, culturels. Si les gens continuent à piller les richesses nationales, à prendre ce qui est collecté au nom de tout le monde, pour tout le monde,
Ça veut tout simplement dire que le mieux vivre des Congolais ne pourra jamais se réaliser. Nous allons toujours vivre dans l'insécurité, l'insécurité alimentaire, mais l'insécurité aussi en ce qui concerne notre intégrité physique. Nous ne saurons pas améliorer nos conditions de vie, de logement et tous les consorts. Donc on s'engage et les parlementaires ont une lourde responsabilité de considérer que l'enlevée des immunités de tel ou tel est un acte de participation à l'exercice du pouvoir, est une obligation dans leur chef pour contribuer à la lutte contre ce fléau et l'impunité. Il est venu dans cet état d'esprit qui est très serein. Maintenant, pour éviter que, comme toujours, la justice ne subisse beaucoup d'influence, nous sommes demandeurs aux Nations Unies de mettre les dispositifs sécurité aussi pour lui, Matata Pogno. Dès maintenant que pour le juge. C'est pour éviter qu'il y ait d'autres juges Yanni qui décèdent en plein déroulement du procès. Pour perturber l'ordre normal. Nous disons, nous avons besoin de cette sécurité pour une fois, voir la République nous offrir un procès équitable. Et vous pensez qu'il y a des gens qui auront peur de ce procès? Mais il y en a qui ont... Parce que les gens qui veulent court-circuiter le processus de levée de l'immunité de Matata, ils ont peur de quoi? Peur de quoi? Qu'on découvre le côté incongru de... Non, mais Matata n'a même pas un groupe armé. Même pas une petite milice. Non, Matata, c'est un homme dur de caractère. Un homme très exigeant, mais il n'a même pas un groupe armé. Matata, c'est un homme qui promeut le leadership de qualité, la gouvernance de qualité pour le progrès de ce pays. Il dit que c'est un effort que nous devons faire tous. Il invite les jeunes, parce que la jeunesse est l'avenir de ce pays, à pouvoir souscrire à ce pacte-là. Écoutez, laissez-moi vous poser cette question, parce que je sais que ceux qui nous suivent se la posent aussi. Matata a quand même beaucoup d'expérience, il connaît la tête de ce pays, avec Joseph Kabila, ils vont faire un certain nombre de choses. Pourquoi il n'adhère pas à l'Union sacrée? Bon, je ne sais pas, mon frère, moi-même je n'ai pas adhéré à l'Union sacrée. Matata et moi, nous avons fait le seul choix qui vaille, c'est la République. Parce que la République est au-dessus des FCC, de PPLD, de mon propre parti ANC. La République, c'est en fait notre intérêt commun, nous qui sommes du FCC. C'est pas ça qui lui attire autant d'animosité, autant de cabale. Mais il reste légal. La Constitution n'oblige personne à adhérer à un parti politique. Vous avez la latitude d'adhérer, vous n'allez pas adhérer. Et lui qui était membre du PPRD, du FCC, vous avez vu la dernière fois, clairement, dans la transparence la plus totale, il a écrit... Les gens pensaient qu'en quittant le FCC et le PPRD, il allait automatiquement adhérer à l'Union sacrée. Non, il est resté, lui, proche des Kabila. Comme il l'a dit, lui, il est resté proche des Kabila. Lui, il n'a adhéré à aucun parti. Ici dans ce pays, moi j'avais pensé qu'il adhérerait même à mon parti, compte tenu de la proximité avec lui, mais il m'a dit, en tout cas, monsieur le ministre, excusez-moi, je vais faire un autre chemin moi-même. Vous avez quoi comme message pour les Congolais qui vous suivent en ce moment? Mais pour les Congolais qui nous suivent en ce moment, nous ne cesserons jamais de nous dire, de les dire, ce pays-là nous appartient à nous tous. C'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'attentes. Beaucoup nous disent que les attentes que nous avons trouveront leur réponse lorsque Jésus reviendra. Beaucoup même nous disent les attentes de ces pays-là trouveront leur réponse à force des incantations. Vous dites, bon, peuple d'abord, ou je ne sais pas moi, et ceci ou cela. C'est peut-être ça, les gens vous disent, mais vous avez peur de la justice, vous vous agitez comme ça parce que Matata a des choses à se reprocher. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes même demandeurs de la CPI, qu'elle vienne. Matata, hier, on attend la justice. Nous sommes demandeurs d'une justice transparente. Nous savons que dans ces pays, nous avons des meilleurs juges, des meilleurs magistrats, on les a. Ils sont dans ces pays. Mais vous voyez, avec toutes les tenteurs qui sont sur eux, les pesanteurs d'influence politique, quelle que soit la volonté qu'ils peuvent avoir pour dire le droit de manière impartiale, les pesanteurs politiques ont emporté Yanni. Oui. Et jusqu'à ce jour, moi j'en parle parce que c'est mon voisin, jusqu'à ce jour, personne ne connaît les conditions dans lesquelles il est décédé. Il a laissé veuve, il a laissé orphelin, personne n'en parle. Mais c'est dans les mêmes conditions, assez flou, qu'un homme comme Caïm est décédé. Nous ne voulons pas qu'il y ait un troisième et un quatrième. Parce que de plus en plus, on a l'impression que Matata est visé. Lorsque les gens demandent
de les pendre. Ça dit qu'ils se sont assis quelque part pour concocter leur plan. Et nous voulons déjouer ces plans-là. Et il dérange tant Matata. Mais il dérange tant avec son discours-là de gouvernance de qualité, de leadership de qualité. Mais il dérange les gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Ils sont dérangés. Voici pourquoi ils sont allés remuer dans la casserole Boukangalons en disant Matata a pris, il a pris, mais lui, Matata, il aurait pris comment? Lui qui ne gérait même pas les finances. Lui qui ne donnait pas les finances. Il y a une question qui me taraude un peu. Oui. Bon, il était Premier ministre. Oui. Mais il est quand même ministre de l'Agriculture, ministre des Finances, des services techniques de l'État. Pourquoi tous ces gens ne sont pas cités dans cette affaire? C'est ce qui est étonnant. Et même les GR, les consortiums africains Commodity, oui, qui avaient signé le contrat d'exploitation, de gestion d'abord de ce parc, d'abord de sa construction et ensuite de sa gestion. Ces consortiums de 15 sociétés a signé ce contrat avec 4 ministres. Le ministre des Finances, celui du portefeuille, celui de l'Industrie et celui de l'Agriculture. Ils ont signé ceci après beaucoup d'émissions effectuées en Afrique du Sud pour s'assurer d'abord du sérieux de ces consortiums, de sa crédibilité. Les rapports ont été faits et ils sont rentrés ici. Beaucoup d'autres missions ont été effectuées pour trouver les sites où le parc devait lui-même être construit. Finalement, après avoir exploré le plateau de Bateke et d'autres sites qui n'étaient pas viables, les missions des experts ont été dévolues sur Boukangalonzo et c'est documenté. Les études ont été faites, les études de sol, les études topographiques, architecturales, les études environnementales, les études d'impact socio-économique, tout ça existe. Donc ce n'était pas un projet au hasard. Comment? Avec Matata et son gouvernement, sous Kabila, vous pouviez monter un projet aussi coûteux comme ça, là, comme ça. Aléatoirement. Non! Tout était suivi et tout était audité. Tout était audité. Mais quel matin les gens se levaient pour dire il n'y a pas eu d'études. Matata est responsable intellectuellement. Il a pris l'argent. Sans nous dire comment il a pris l'argent, nous disons il y a quand même un complot ourdi contre ces meilleurs fils de notre pays. Nous en appelons la population pour le protéger. Parce qu'il est rentré en disant, lui, il sait déjà ce qui est concocté. Mais il dit qu'il vient pour militer pour l'avènement de la vérité. Et il ajoute qu'il dit, quelle que soit la durée de la nuit, cette vérité-là triomphera, parce que la vérité finit par triompher. Parce que maintenant que vous avez sorti un peu cette cabale avant cabale, vous pensez que les gens vont être dissuadés de ne pas aller plus loin? Non, mais les gens sont déterminés à aller dans leur sale besogne. Ils sont déterminés, nous le savons, mais nous sommes déterminés à les amener sur la voie de la vérité. Et cette vérité-là, nous y arriverons avec eux. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et je pense qu'ils finiront par se convertir. Parce que nous sommes engagés dans la mouvance du changement. Et je pense que nous sommes engagés dans la mouvance du changement pour le bien. Pour le bien. Pour le bien. Ah oui, pour le bien. Et pas pour le mal. Parce que nous avons soutenu à cette mouvance tous. Nous devons savoir que pour le bonheur de notre peuple, nous avons souscrit à cette mouvance pour le bien. Et le bien collectif. Pas le bien des gens qui viennent pour commencer à nous faire danser les sacailles ça. Non. On n'accepte pas. Donc vous pensez que parce que vous ne chantez pas la même chanson, vous n'êtes pas dans le, comme on a appelé le collectif qui est épinglé aujourd'hui. Mais dites-moi comment nous ne pouvons pas penser cela dans ces termes-là. Parce que Matata a dit, moi je n'adhère pas à l'Union sacrée, excusez-moi. J'ai l'impression que l'Union sacrée, c'est comme tout ce que nous avons décrié autrefois. Oui. Il l'a dit à haute voix. Mais c'est ça aussi la vérité qui doit caractériser. Est-ce que les Congos ont peur de l'intelligence? Non, ce n'est pas les Congos qui a peur de l'intelligence. C'est une certaine classe politique qui n'a pas d'intelligence. Alors que nous devrions nous promouvoir effectivement les meilleurs enfants de notre pays, nous sommes là à chercher à les décimer. Nous sommes là en train de chercher à les décapiter tous, pour ne garder que les médiocres. Mais c'est dangereux Jean-Marie. Et donc cette république-là, c'est la république de Lumumba, la république de Mzee Kabila, de Kassavubu, de Kabila Joseph, c'est la république de Matata aussi, et de Franklin Tchamala. De Matata aussi. Oui, de Matata aussi. Et donc personne ne peut exclure Matata de la république, et elle nous appartient à nous tous. C'est la république de Tshisekedi Etienne également. Vous comprenez? C'est la république de Fachi aussi. Vous comprenez? Elle est la république de nous tous. Et
donc c'est notre bien collectif. Et donc il n'appartient à aucune personne d'imposer sa volonté sur les autres. Il n'y a que la loi qui s'impose à nous tous, rien d'autre. La loi, rien que la loi, c'est elle qui est au-dessus de nous tous. Et donc la loi, ça ne doit pas consister à une volonté, ce sont les lois qui en découlent. C'est ça l'arsenal qui doit dicter ce que nous faisons pour l'intérêt de tout le monde. Sinon alors, pourquoi est-ce que nous décrions ceux qui prennent les armes? Oui. Pourquoi? Parce que quand ils ne se sentent pas sécurisés par la loi, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre les armes. La justice. Ah ben voilà. Et donc nous disons, arrêtons, ne dérapons pas. La République a besoin de tout le monde, nous avons besoin d'une justice juste, mettons en place les conditions qui puissent nous permettre d'assister à un procès historique, à un procès équitable. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.